Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait bouleverser votre conception de la réussite entrepreneuriale. Et si le véritable plafond de verre de votre entreprise n'était ni votre produit, ni votre marché, ni même votre capital, mais bien vous-même? Bonjour, je m'appelle Théo, je suis thérapeute de formation, investisseur par passion et surtout entrepreneur et founder de 3 entreprises florissantes dans lesquelles je suis encore CEO. Aujourd'hui, ces entreprises génèrent collectivement des centaines de milliers d'euros mensuels, mais ce n'est pas de chiffres dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une épiphanie qui a radicalement transformé ma vision de l'entrepreneuriat, la compréhension profonde que l'entreprise la plus importante que je dirige, celle qui conditionne et détermine le succès et les échecs de toutes les autres, c'est moi-même. Et comme le disait Nietzsche, nous devons devenir ce que nous sommes. Et l'entrepreneuriat est peut-être le chemin le plus exigeant vers cette réalisation. Permettez-moi de commencer par une observation qui pourrait sembler contre-intuitive. Plus une entreprise grandit, plus elle devient le reflet fidèle de vos propres limitations intérieures. C'est ce que j'appelle le paradoxe du miroir entrepreneurial. Ray Dalio l'exprime avec une clarté remarquable. La douleur plus la réflexion est égale au progrès. Cette équation simple cache une vérité profonde. Chaque obstacle que rencontre votre entreprise est une invitation à examiner vos propres zones d'ombre. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a 2 ans, l'une de mes entreprises stagnait autour des 40 000 euros par mois. J'avais beau optimiser les process, recruter les meilleurs talents, investir dans le marketing, rien n'y faisait. C'est en thérapie, oui, en thérapie, que j'ai réalisé que ma peur profonde de déléguer était ancrée dans des blessures d'enfance. C'était comme un goulot d'étranglement, invisible des indicateurs clés, mais bien réel dans l'organisation. Carl Jung, célèbre psychanalyste, parlait de l'individuation, le processus par lequel une personne devient complète, et j'ose affirmer que l'entrepreneuriat est l'une des voies les plus exigeantes, mais aussi les plus révélatrices vers cette individuation. Warren Buffett dit magnifiquement: quelqu'un qui est assis à l'ombre aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a pas longtemps, mais permettez-moi d'y rajouter que cet arbre ne peut pas grandir plus haut que les racines que vous avez cultivées en vous-même. Pour revenir sur Nietzsche, il parlait de la volonté de puissance, non pas comme domination des autres, mais comme cette force vitale qui nous pousse à nous dépasser, à devenir plus que ce que nous sommes. En entrepreneuriat, cette volonté ne cherche pas à écraser la concurrence, mais à exprimer notre force créatrice unique. Toujours dans les philosophes, il est fascinant de constater combien les méditations de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, résonnent avec les défis quotidiens du CEO moderne. Sa maxime, c'était: ce qui ne transmet pas la lumière crée sa propre obscurité. Et ça trouve un écho assez particulier dans le leadership entrepreneurial. Concrètement, cela signifie que chaque zone non explorée de votre psyché, chaque émotion refoulée, chaque peur non confrontée devient un angle mort dans votre vision stratégique. J'ai d'ailleurs personnellement constaté que mes décisions les plus désastreuses étaient systématiquement liées à des aspects de moi-même que je refusais de voir. Ensuite, Ryan Holiday, dans son interprétation moderne du stoïcisme, nous rappelle que l'obstacle est le chemin. Mais j'irai même plus loin, l'obstacle extérieur n'est que la manifestation d'un obstacle intérieur qui demande à être transcendé. Une autre pensée qui m'a beaucoup inspiré est celle de Nietzsche, qui nous a légué cette formule assez puissante: amor fati, l'amour du destin. Pour l'entrepreneur, cela signifie embrasser totalement son parcours, y compris les échecs, les trahisons et les nuits blanches. Par exemple, bien sûr, on ne peut pas toujours réussir, et ma première entreprise est un magnifique exemple. Elle a échoué spectaculairement, j'ai perdu beaucoup d'argent, et aujourd'hui je bénis cet échec parce que j'ai beaucoup appris. Et sans lui, je serais resté dans l'illusion de ma toute puissance et je me serais jamais confronté à la réalité d'un marché. Maintenant, pour aller vers la physique quantique, l'effet observateur stipule que l'acte d'observer modifie ce qui est observé. Cette loi trouve une application fascinante dans le leadership parce que votre état de conscience influence directement la réalité de votre entreprise. Steve Jobs comprenait intuitivement ce principe quand il affirmait: la seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Mais cet amour n'est pas qu'une émotion, c'est un état de conscience qui informe et qui transforme tout ce qui touche. D'ailleurs, on y retrouve aussi les recherches de l'Institut Ehrmann où c'est démontré que l'état émotionnel du leader influence mesurablement le bien-être et la performance de son équipe. Donc votre cohérence intérieure devient littéralement contagieuse pour vos équipes. Personnellement, j'ai instauré dans ma entreprise une pratique assez simple mais révolutionnaire. Avant chaque réunion importante, je prends 5 minutes pour me centrer, pratiquer un petit peu de cohérence cardiaque pour ceux qui connaissent et clarifier mon intention. Et j'ai vu une différence sur l'impact, sur la qualité des échanges et les décisions prises lors des réunions. Nietzsche, lui, proposait une expérience de pensée. Si vous deviez revivre votre vie exactement de la même façon pour l'éternité, le feriez-vous avec joie? Cet
l'exercice de l'éternel retour et pour l'entrepreneur, un test ultime. Entreprenez-vous pour fuir quelque chose ou pour construire quelque chose d'aligné avec votre essence. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que Jeff Bezos utilise une approche assez similaire avec son Regret Minimization Framework, où régulièrement, il se projette mentalement à 80 ans et regarde en arrière. Et il veut minimiser au maximum le nombre de regrets qu'il pourrait avoir. Nous avons aussi les alchimistes qui parlaient de la transformation du plomb en or comme métaphore de la transformation intérieure, et l'entrepreneuriat, cette alchimie est littérale. Vous transformez vos limitations, le plomb, en force de création, l'or. Et Ben Horowitz capture cette essence dans The Hard Things About Hard Things. La lutte, c'est quand vous vous demandez pourquoi vous avez commencé cette entreprise en premier lieu. Cette phrase noire, cette Nigredo, n'est pas un échec, mais une initiation nécessaire. J'ai d'ailleurs traversé ma propre Nigredo quand ma première entreprise a frôlé la faillite. C'est dans cette opportunité que j'ai découvert mes véritables valeurs, ma mission profonde, et cette crise n'était pas un échec, mais pour moi une renaissance. Carl Jung lui parlait d'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous refoulons ou que nous nions en tant que CEO. L'intégration de vos ombres est non seulement un travail psychologique, mais même une nécessité stratégique si vous voulez aller chercher de la croissance. Finalement, on pourrait dire aussi que dans les moments de crise et de chaos, c'est notre humanité qui nous sauvera. C'est une phrase du fondateur de Starbucks, et cette humanité inclut nos faiblesses, nos peurs, nos doutes, tout ce que habituellement nous préférions cacher. Personnellement, j'ai longtemps nié ma tendance au contrôle excessif, la voyant comme une force. C'est seulement en l'acceptant comme une manifestation de mon insécurité que j'ai pu la transformer en capacité de délégation consciente. Le résultat, une croissance de 300% en seulement 6 mois. Nietzsche, lui, distinguait deux forces. Le dionysien, symbole du chaos, créateur, intuitif, et l'apollinien, lui plutôt symbole de l'ordre, de la structure. L'entrepreneuriat moderne survalorise l'apollinien avec ses KPI et processus, mais néglige le dionysien, celui qui fonctionne dans le chaos, celui qui prend des risques, etc. Car le dionysien est la source de toute véritable innovation. Ray Hoffman capture ce paradoxe. Démarrer une entreprise, c'est comme sauter d'une falaise et assembler un avion pendant la chute. Cette capacité à danser entre ordre et chaos, c'est la marque des véritables entrepreneurs. Tous ces éléments vous offrent des actions concrètes pour vos entreprises. Dans les miennes, j'ai institué des moments de chaos créatif, des espaces où nous cassons volontairement nos routines pour laisser émerger l'inattendu. Si aujourd'hui j'aborde ces grands hommes et je fais le pont avec l'entrepreneuriat, c'est parce que dans chacune de ces citations, vous pouvez en tirer des actions concrètes pour votre entreprise. J'aimerais également parler de méditation. Ce n'est pas une pratique de bien-être, c'est un outil stratégique de première importance. Plusieurs fois dans la journée, je me pose devant une fenêtre et je médite. D'ailleurs, personnellement, je ne prends jamais de décision importante sans y avoir médité avant. Cette pratique me permet d'accéder à ce que j'appelle l'intelligence du vide, cet espace de pure potentialité d'où émergent les véritables innovations. Richard Branson, pour moi, incarne bien mes propos. Le business, ce n'est pas une question de plaisir. Si ce n'est pas amusant, c'est que vous faites quelque chose de mal. Il ne vend pas une méthode, il incarne une philosophie qui inspire d'autres à oser. Si vous en êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous résonne avec cette vérité fondamentale. L'entrepreneuriat n'est pas qu'une aventure économique, c'est un chemin d'éveil, une voie initiatique à votre pleine réalisation. Le marché ne ment jamais, il est le miroir impitoyable, mais juste de qui vous êtes vraiment. Chaque opportunité manquée, chaque succès obtenu, tout cela n'est que le reflet de votre état de conscience du moment. Nietzsche nous rappelait qu'il faut devenir ce que l'on est. L'entrepreneuriat est peut-être le laboratoire le plus exigeant pour cette transformation, où chaque décision, chaque échec, chaque succès nous sculpte et nous révèle. Et pour finir, comme le dit justement Rumi, hier j'étais intelligent et je voulais changer le monde, aujourd'hui je suis sage et je veux me changer moi-même.